Bienvenue au Rockzone Podcast. Aujourd'hui, David Gauthier, qui a un bac et une maîtrise en histoire à l'Université de Montréal. Avant de commencer, j'aimerais juste remercier les gens qui partagent le podcast, qui likent les vidéos. C'est vraiment important pour les créateurs de contenu d'avoir votre support. Pour ceux qui sont sur iTunes, n'oubliez pas que le podcast est aussi sur YouTube. Donc, allez, s'il vous plaît, faire subscribe ou abonner sur YouTube. Ça commence par Balado Québec. Allez sur Balado Québec. Il y a beaucoup d'autres podcasts. Il y en a plusieurs podcasts québécois. Et puis ensuite, c'est ça s'en va sur Facebook. Donc, allez liker la page Facebook de Eric Zone Podcast. Merci beaucoup. Donc, salut David. Merci d'être là. Merci. Merci de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. J'ai hâte de parler d'histoire avec toi. Est-ce que tu peux mettre peut-être en contexte ton histoire ou toi, d'où tu viens? Oui, absolument. Moi, je viens de Laval et maintenant, j'habite Québec. Quand j'étais jeune, je suis tombé par hasard sur un livre qui parlait de Versailles. Et quand je voyais les images, j'étais fasciné par la beauté de ces lieux-là. Et cet intérêt-là pour Versailles a toujours existé tout au long des différentes phases de ma vie. Par la suite de ça, je suis devenu ami avec un conservateur qui travaillait au château de Versailles, M. Alain Pougetou, et on est toujours amis aujourd'hui. Il m'a offert la chance, en l'an 2000, d'aller travailler au château. Donc, pendant un mois, j'ai pu travailler pour la réunion des musées nationaux. Donc, je vendais des souvenirs dans les boutiques de souvenirs. J'adorais ça, travailler sur les plus beaux lieux au monde. Par la suite, j'ai choisi d'aller étudier en histoire de l'art à l'Université de Montréal. J'ai fait mon bac et ma maîtrise là-bas. J'ai travaillé beaucoup avec Mme Louise Vigneault, qui est une professeure spécialisée sur les questions autochtones. Donc, moi, j'ai choisi pour mon mémoire de maîtrise de m'intéresser à un sculpteur québécois, Louis-Philippe Hébert. Je me suis vraiment intéressé à la dimension de sa manière de représenter les Autochtones dans ses œuvres. Louis-Philippe Hébert réalisait de grands monuments commémoratifs. Il y en a dans toutes les grandes villes du Québec, mais particulièrement à Québec, Montréal, et il y en a à Ottawa aussi. Et je trouve ça pertinent de le mentionner parce que Louis-Philippe Hébert avait les préjugés de son époque par rapport aux Autochtones qui étaient associés à la barbarie, alors qu'on privilégiait la sédentarité, le bon colon qui travaillait sa terre. Et c'est souvent démontré sur ces sculptures. Évidemment, les préjugés qu'il y avait envers les Autochtones qui étaient représentés forcément un peu comme un peuple ignare et toujours nu avec des plumes sur la tête. C'est un petit peu ce qu'on voit actuellement avec le mouvement Black Lives Matters. Et moi, je fais un parallèle avec ça parce qu'actuellement, il y a beaucoup de sculptures qui sont retirés un peu partout dans le monde. T'avais Lincoln, sa sculpture de lui avec un Africain à ses pieds, comme si c'était Jésus. Exactement. Lincoln. Puis ça, c'est de la propagande, dans le fond. Puis la propagande, Et on avait la même chose ici au Québec avec l'Autochtone qui était bien s'il se convertissait au catholicisme. On le voit très bien sur les œuvres de Louis-Philippe Hébert. Et qui était bien s'il devenait un non-autochtone et s'il perdait son héritage et son culturel. C'est un peu malheureux de notre point de vue, mais c'était un point de vue normal et acceptable au 19e siècle. Ce l'est plus autant aujourd'hui. Mais on le voit très bien sur le monument de Maisonneuve qui est sur la place d'Armes à Montréal, en face de la basilique. La manière dont l'Autochtone est représenté avec un regard menaçant. Puis en contrepartie de l'Autochtone, t'as le bon colon qui est avec sa faucille, qui travaille ses blés. Donc, il y a vraiment un parallèle entre la barbarie et la sédentarité, la culture. Et donc, je trouve que c'est très à propos encore d'étudier l'œuvre de Louis-Philippe Hébert dans le contexte actuel. Puis ça a été pour ta maîtrise? Ça a été mon mémoire de maîtrise. Donc, j'ai eu une bourse de recherche pour mon projet de maîtrise qui a été offerte par le Centre de recherche interuniversitaire en culture québécoise. Ça, faudra en J'en faire suis très fier. J'imagine, mais ça, faudra en faire un documentaire. Est-ce que ça se convertirait bien en documentaire, se transformer en documentaire éventuel ou un reportage? Ça serait bien parce que Louis-Philippe Hébert, mis à part deux expositions majeures qu'il y a eu il y a quelques années au Musée national des beaux-arts du Québec et au Musée d'Ottawa, c'est pas un sculpteur qui est si étudié que ça, qui est si... Qui a une reconnaissance pour son œuvre à quelque part, même s'il y avait quand même certains préjugés ou des
il est un peu oublié par le commun des Québécois actuellement. Son héritage est moins frais, mettons, que l'héritage des peintres plus contemporains, comme Bordua-Riopelle, par exemple. Puis ça, la propagande à travers l'art, on peut peut-être en parler tantôt avec Louis XIV, mais Absolument. Louis XIV, c'était ça, sa façon de se présenter, puis pour consolider son contrôle sur le régime en place. Oui, exactement. C'est fascinant. Mais même aujourd'hui encore, c'est ça, la publicité. C'est une évolution de ça à travers En fait, il y a comme deux formes d'art. Il y a l'art subversif, mais il y a l'art plus officiel, l'art qui sert le régime en place. Donc, à l'époque de Louis XIV, c'était vraiment ça. C'était l'art qui servait le régime de Louis XIV. C'était la même chose à l'époque de Louis-Philippe Hébert, à la fin du 19e siècle québécois. L'art servait les élites religieuses, catholiques et Monseigneur Taschereau et le pouvoir qui était en place au Québec à ce moment-là. Puis ça, je me demande toujours l'impact de l'arrivée de la perspective avec la Révolution, la Renaissance italienne. Ça a eu un impact sur le psyché humain d'avoir une perspective, un photoréalisme au 16e siècle. Si je ne me trompe pas dans les dates, là, il y a vraiment eu une transformation incroyable. Puis le statut de l'artiste a changé à cette époque-là aussi. Je veux dire, l'artiste a cessé d'être l'artisan exécutant pour le maître pour devenir une personnalité. D'ailleurs, à la Renaissance, il y a Vasari qui a écrit les vies des grands artistes pour montrer à quel point ils avaient accompli quelque chose d'important. Donc... Comme les Anglais, je veux dire, eux ont pris du retard avec la Renaissance, mais quand Hans Holbein est arrivé, lui a complètement changé la cour de Henri VIII. Puis, absolument. C'est incroyable qu'est-ce qu'il fait Hans Holbein. Là. Moi, je suis vendu. C'est incroyable son art. Lui, il est mort pendant la peste. Je pense qu'il avait succombé. Là. Si je me trompe pas, là, mais en tout cas, allez voir ça. Hans Holbein, il y en a tellement d'autres, des artistes qui ont contribué à la cour royale de chacun de ces pays-là, qui étaient comme la France, l'Espagne, l'Angleterre. Toutes les nations d'Europe et même en Amérique, parce que avec la colonisation du Nouveau Monde, en Amérique du Sud, particulièrement au Mexique, Pérou, Bolivie et Brésil, il y a eu des grands mouvements artistiques dès la fin du 16e siècle. Si vous avez la chance de visiter, par exemple, je sais pas moi, la cathédrale de Mexico, les beaux retables mexicains qui sont plus de la période baroque du 17e, 18e siècle, mais quand même, je veux dire, la Renaissance a influencé les arts, pas juste en Europe, aussi en Amérique. Ben moi, c'est ça. Dans le fond, l'époque baroque, j'en ai parlé dans un podcast antérieur avec Afshin Torabi. Allez voir ça, là, si jamais vous voulez aller voir. Là. Afshin est spécialisé dans la guitare baroque, plus spécifiquement Weiss. Il étudie à l'Université Laval à Québec pour la guitare baroque. C'est incroyable qu'est-ce qu'il fait. Mais mis à part l'histoire, est-ce que tu as, peut-être mettre en contexte, est-ce que tu as d'autres champs d'intérêt que tu voudrais nous présenter? Ben oui, absolument. J'aime la musique classique, j'aime le jazz, j'aime le théâtre, j'aime la littérature, j'aime aussi les chiens. J'ai un élevage de bergers islandais. Donc, c'est une race de chiens assez rare dans le monde. Il y en a entre 6 et 8 000 individus. Ils sont originaires d'Islande. Ils auraient été amenés là par les Vikings au moment de la colonisation de l'Islande depuis la Norvège. En fait, c'est une race de chiens qui descend du Buhund norvégien. Et c'est une race qui est très bonne pour le climat nord-américain parce que c'est des chiens qui adorent le froid, qui adorent l'hiver et que c'est des bons chiens de famille qui aiment beaucoup leur maître. Ah, c'est vraiment des beaux chiens. Puis là, présentement, est-ce que tu en fais encore l'élevage? En fait, ma femelle est rendue trop âgée pour produire des bébés chiots, mais par contre, il y a d'autres éleveurs qui ont pris la relève. Chez les bergers islandais, on aime bien que les gens qui ont des chiens de cette race-là ne les fassent pas stériliser parce que c'est important que la race se poursuive. Et comme c'est une race rare, la valeur génétique, c'est important. Et il y a d'autres éleveurs qui aujourd'hui prennent la relève. Moi, j'ai cessé pour le moment d'élever des bergers islandais. Mais par contre, vous pouvez aller visiter ma page Facebook Orléans Berger Islandais. Vous allez pouvoir voir plein de photos de mes 2 chiens adultes que j'ai et des chiens bébés que j'ai eus. Donc, en tout, j'ai eu chez moi 24 chiens. Pas en même temps, là, je vous rassure, mais... Au cours des 4 dernières années, j'ai eu 4 portées avec ma chienne Alpha et ce sont des magnifiques chiens.
j'ai écouté, il y avait Louis XIV, lui, il a eu beaucoup de chiens. Il y avait comme 7 chenilles. Oui, absolument. Ben, il y avait la grande vénérie royale où il y avait les chiens pour accompagner les chasses du roi Louis XIV, les chasses à cour. La chasse, c'est une des grandes passions de Louis XIV, mais il y a des rois qui ont inspiré des races de chiens. Je veux dire, je pense en Angleterre au roi Charles II qui a inspiré le fameux cavalier King Charles, qui est une race de chiens dont le nom vient du roi Charles II. Ouais, c'était quoi l'émission que tu m'avais dit l'autre fois? Qualité Barbie? Sur les ondes de CFNJ? Il faut absolument que tu écoutes ça. C'est ce soir. Ah ouais? Ce soir, vendredi à 7h. OK. C'est la radio locale la plus proche d'ici, la station. C'est à Saint-Félix-de-Valois. Ah, je pensais que c'était à Saint-Gabriel-de-Brandon. Non, c'est à Saint-Félix, mais c'est à côté. Ah, OK, je me suis trompé. Je pensais que c'était la station à Saint-Gabriel-de-Brandon. Ils ont aussi une station à Saint-Gabriel? C'est quoi le nom de la station? CFNJ. CFNJ avec Sarah Garrier puis Qualité Barbie. Le meilleur et le pire des années 80-90. Hey, t'as une voix radiophonique, toi? Merci. Wow! J'ai pas la basse fréquence autant que toi. Pas trop nasillarde, ma voix, non? Non. Hein, c'est vraiment une bonne voix radiophonique, je trouve. Merci, c'est gentil. As-tu déjà fait de la radio? Non, j'ai fait un peu de théâtre au secondaire, mais je n'ai jamais fait de radio. T'as un training de base. Est-ce que tu fais des vocalises ou des choses comme ça? Tu chantes? Ou... Très peu, mais par contre, j'ai appris à projeter. Donc, parler du... Ouais. Avec le diaphragme. Bien important. Essayer de se faire entendre dans une foule. Oui, absolument. Tout à fait. Puis qui sait, faire un podcast ou quelque chose éventuellement, un podcast d'histoire, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ou... Ben, pourquoi pas? À part maintenant, Non, mais si je suis accompagné du meilleur animateur, pourquoi pas? Ouais, bon, ben, il va falloir que tu cherches encore, là. Quelqu'un qui pose les bonnes questions. Ouais. Ben, ça, on m'a dit que j'étais pas si mal. Fait que je vois comme il y a du potentiel aussi que je vais poser les bonnes questions. On me dit que je suis très terre à terre puis que j'ai tendance à rendre le monde confortable. Fait que je vais le prendre comme m'a envoyé des fleurs. Là. Je l'apprécie, les commentaires. En tout cas, je reçois des trucs des fois là, à travers mes contacts ou des gens random. Puis c'est flatteur, là, mais honnêtement, l'objectif, c'est pas d'être nécessairement animateur d'émissions ou de podcasts. Là. Moi, c'est vraiment... c'est de diffuser le message, puis c'est de pratiquer la technique, là, vu que moi, je travaille en marketing. Là, l'objectif, c'est ça, c'est de comprendre les éclairages, comprendre la caméra, puis avoir du fun aussi, puis apprendre. Moi, ça fait des mois que j'essaie de faire un podcast historique. Ben, en fait, j'en ai eu un avec Bernard Crustin. Là. Lui, c'est un conteur à Québec. Là. Allez voir les anciens épisodes. Lui, il est passé 2 fois au podcast. Puis... Fait que c'était historique, mais c'était pas nécessairement une époque qui m'intéresse pas. Là, mais en tout cas, Louis XIV, ça m'intéresse. En fait, les deux ont un lien. Je veux dire... Moi, je considère que l'apogée de la Nouvelle-France, le moment où la colonie a connu son plus fort essor, c'est sous le règne de Louis XIV. Puis l'héritage est encore là, justement. Tu parles de la ville de Québec. Il y a une partie, même si c'est plus 18e siècle, 19e siècle, mais il y a quand même une partie des vestiges de l'époque qui sont là. Mais ça, c'était vraiment un point crucial dans l'histoire du Canada, du Québec, de la France, de l'Angleterre. C'était vraiment à ce moment-là qu'il y a eu les premiers soubresauts de l'ère industrielle, puis que l'Angleterre a vraiment mis la main sur... Et que la France a pris le bord. Oui, c'est ça. Ça m'impressionne tout le temps de le constater, ça, de voir que les Français, ils ont... entre guillemets, abandonner les... Non, c'est carrément ça. Je veux dire, Canadiens français à leur sort. Ça s'est même poursuivi plus tard. Je veux dire, Napoléon a vendu la Louisiane aux États-Unis. Donc, la France a vraiment abandonné ses projets en Amérique pour aller éventuellement au 19e siècle en Afrique. Ça a été la colonisation de l'Afrique. Mais au 18e siècle, suite à la guerre de 7 ans, la France a carrément laissé tomber ses ambitions en Amérique. Mis à part les îles françaises, il ne reste plus grand-chose de cet héritage-là. Ça m'étonne. Ils ne voyaient pas l'importance des colonies américaines. Il me semble qu'il y avait de l'argent. Ben, dans le fond, les Anglais l'ont perdu après, là, mais... Tu sais, Voltaire disait que Louis XV a perdu... À quoi ça servait de s'intéresser à la Nouvelle-France, quelques arpents de glace au Canada, comme il disait? Peut-être que si Voltaire avait su qu'il y avait de l'or en Abitibi-Témiscamingue, qu'il y avait des ressources autres que les fourrures,
peut-être qu'il aurait reconsidéré la Nouvelle-France, puis qu'il n'aurait pas abandonné non plus un peu lâchement les colons qui ont été soumis sous le joug britannique. Oui, ben Voltaire, lui, je veux dire, est-ce que c'était pas de la propagande, mais ce qu'il a écrit, c'était peut-être sous l'influence ou sous l'influence du moment, en tout cas. Là, il a peut-être pas réfléchi plus qu'il savait, ou peut-être qu'il avait même pas les compétences pour afficher ces mots-là, de publier ces mots-là, parce que... Ben, ça reste que c'est un grand philosophe des Lumières, mais l'image qui nous est restée au Canada, c'est quand même cette phrase-là. Ah ouais. On sait pas, je connais pas les détails dans quel contexte ça a été dit, mais c'est resté, tu sais... Enfin. Parce qu'à l'époque des Lumières, c'est sûr que ça a un éveil incroyable intellectuel à l'époque, mais ça l'a amené la fin de la... Ben, en tout cas, ça l'a invité à la fin de la royauté. Où je me suis toujours demandé pourquoi que François Ier a permis à ce qu'il y ait des écrits vraiment... pas diffamatoires, mais des écrits qui ont vraiment perturbé la conscience populaire, puis que ça l'a amené éventuellement à ça, à cette époque-là, l'époque des Lumières, puis le renouveau intellectuel, la bourgeoisie qui se réveille. Tu dis François Ier, mais je pense que tu parles de Louis XVI. Mais non, mais François Ier, sa sœur, c'était une poète, je me trompe pas. Elle a commencé à apporter des écrits. Okay. Mais là, tu remontes à la Renaissance. On remonte peut-être trop. Tu remontes vraiment loin, là. On remonte un peu trop loin, mais juste en guise de mise en contexte. Par contre, c'est sous François Ier qu'il y a eu les premières explorations au Canada par Jacques Cartier. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti sur la colonisation de l'espace. Donc, ça a plus été des expéditions d'exploration, mais ça n'a pas abouti. C'était plus les Portugais et les Espagnols, je pense, à cette époque-là. Exactement, mais c'est ça. Mais c'est seulement en 1608, avec la colonisation, vraiment l'établissement de Québec, qu'il y a eu une présence permanente française en Amérique du Nord. Donc. Ils ont manqué de vision. Complètement. Ouais. Peut-être que c'est l'hiver qui leur a fait peur aussi, qui les a rebutés sur leur projet, je sais pas. Potentiellement, c'était un gros investissement, en tout cas pour un pays là, à cette époque-là, d'avoir à franchir un océan, puis d'aller dans un territoire où il y avait vraiment des dangers, puis de vouloir s'installer là-bas pour créer des entreprises. Oui, puis la traversée n'était pas toujours joyeuse, hein, ça dépendait s'il n'y avait pas de vent, le voyage pouvait durer plus d'1 mois. Si le vent était favorable... Avec un peu de chance, ça durait 2 semaines, 3 semaines, mais c'est ça, tu sais. Donc, les conditions de traversée, c'était pas génial non plus. Donc, c'est l'équivalent d'aujourd'hui de vouloir s'installer sur la Lune ou sur la planète Mars. Là, c'est toute une entreprise. Là. Exactement. Puis, c'est drôle que tu me parles de ça parce que cette semaine, sur mon Facebook personnel, j'ai raconté un peu l'histoire de mon ancêtre Gauthier, le premier qui est arrivé. Le premier qui est arrivé... dont je descends, c'est Joseph Élie Gauthier, qui était marié à Marguerite Mottier. Et ils se sont établis à l'île d'Orléans. Ils ont vécu là pendant 40 ans. Ça a été le bonheur. Son fils, André Gauthier, a eu une histoire assez rocambolesque. Puis je trouve ça toujours intéressant de le raconter comme anecdote, même si j'en suis plus ou moins fier parce que c'est l'histoire de mon ancêtre. Mais André Gauthier, en fait... est allé violer la voisine qui était sourde et muette. Et il y a un enfant qui est né de ce viol-là. Et il a été le premier colon en Nouvelle-France à devoir payer l'équivalent de ce qu'on dirait aujourd'hui une pension alimentaire et de se charger de nourrir l'enfant à ses frais. L'enfant qui est mort en bas âge, il n'y a pas eu à payer trop longtemps. Payer trop longtemps, mais par contre, le père de la femme violée a exigé réparation. Il y a eu procès, il a gagné. Et mon ancêtre, André Gauthier, a dû payer réparation. Et comme il n'avait pas les moyens, il a dû vendre sa terre et aller s'établir ailleurs, recommencer à zéro. Et il est allé dans la région de Montréal. Les réparations étaient très onéreuses et à cause de ça, il a dû vendre sa terre à l'île d'Orléans et aller s'établir dans les régions de Montréal. Après ça, la deuxième partie de l'histoire est très joyeuse. Il a marié une femme, il a eu 12 enfants et la plupart des Gauthier en Amérique du Nord descendent de lui. Et c'est pas un récidiviste, il n'a pas été récidiviste. Non, exactement. Mais il y a des drôles d'histoires aussi parce que sa mère, Marguerite Mottier, elle est morte sur l'île d'Orléans si je me trompe pas, en 1701. Mais elle était paraplégique parce que en 1695, elle s'était fait battre à coups de bâton. Par ce gars-là? Je sais pas si c'est le voisin ou quoi que ce soit. Pour se venger.
Toujours est-il C'était pas une vengeance. Il y avait de la violence en Nouvelle-France. Il y avait de la violence même dans le milieu rural, même dans le milieu de l'île d'Orléans. Mais par contre, l'île d'Orléans, c'est quand même un lieu que j'aime beaucoup aller me ressourcer. Et j'habite Beauport, j'habite à côté de l'île d'Orléans. Et c'est beau là-bas. Comme disait Félix Leclerc, le tour de l'île, 42 000 de choses tranquilles. Il n'y a rien de plus agréable que de se balader, d'aller voir les vignobles, d'aller parler aux cultivateurs, d'acheter des fruits de saison. Moi, ça me remplit le cœur de joie. Puis c'est pas pour rien aussi que j'ai appelé mon chenil Orléans berger islandais. C'est un peu en souvenir de l'île d'Orléans. Donc, j'élève des bergers islandais. Donc, faut être fier de ses ancêtres. Je veux dire, faut pas avoir peur de dire ces histoires-là. Oui, le rendu là, c'est anecdotique. Là, c'est pas une question de honte. C'est toujours agréable à placer dans une conversation. Comme moi, j'aime bien raconter que mon grand-père s'appelait Raymond Louis XVI. C'est particulier comme nom de famille. Des Louis XVI, il y en a très peu. C'est peut-être de là que je tiens mon intérêt pour l'histoire de France. Et ma grand-mère s'appelle Germaine Saint-Denis. Donc, moi, il y a un lien entre Louis XVI et Saint-Denis. Les deux personnages ont eu la tête coupée. Ouais. C'est amusant. Ah oui, Saint-Denis, ouais. Oui, Saint-Denis, selon la légende, refusait d'abdiquer les traditions païennes parce qu'il était chrétien. Donc, on lui a coupé la tête et il aurait marché avec sa tête dans les mains jusqu'à Saint-Denis où il s'est effondré. Et c'est à l'endroit où il se serait effondré qu'on aurait bâti la basilique par les Mérovingiens, qui est après ça devenu la basilique où tous les rois de France ont installé leur tombeau. Céphalophore, c'est ça? Oui, absolument. Oui. Mais ça, est-ce que tu as amené une clé USB? Non. Parce qu'il faut absolument que je te donne la série Les Rois de France. Moi, là, c'est ma référence, puis c'est certain que c'est pas complet, là, mais je crois que ça a été produit par une université quelconque en France. Faudrait que je regarde spécifiquement là, ce qui a été derrière cette production-là, mais vraiment, là, c'est une superbe émission. Là. Tu as une trentaine d'épisodes, tu as tous les rois de France. Louis XIV, il y a 2 épisodes. J'espère sur un règne de 72 ans, si je me trompe pas, là, de 1643 à 1715, ça fait un long règne. Ouais. Ça reste le plus long règne d'Europe, de l'histoire de l'Europe. Même Élisabeth II n'a pas encore dépassé ce règne-là. Donc, impressionnant. Un jour, peut-être. C'est tout un règne, puis c'est impressionnant. C'est vraiment quelqu'un qui était plus grand que nature, puis qui a pris des décisions qui étaient basées sur son ego, certainement. Mais le pire, c'est que si tu connais un peu la vraie personnalité de Louis XIV, c'était quelqu'un d'assez timide en réalité. Et tout le système qu'il a mis en place, que ce soit l'étiquette de la cour autour de lui avec les règles codifiées, oui, c'est une manière de contrôler les gens autour de lui, mais lui-même était assez timide. Par exemple, dans la construction de Versailles, il a fait refaire les plans plusieurs fois. Il n'arrivait pas à se brancher, surtout au début, dans les premières phases de construction, dans les années 1660. Il hésitait entre la destruction du château précédent qui avait été construit par son père, Louis XIII, un petit château de chasse, un petit relais de chasse en briques et en pierre qui avait été construit par Philibert le Roi, mais qui n'était pas assez vaste pour contenir la cour et qui était vraiment pas prétentieux, le petit château de Louis XIII. Ce que Saint-Simon, le duc de Saint-Simon, appelait le château de Louis XIII le château de cartes. C'est dire à quel point... Ben, tu sais, quand tu le compares à Versailles, c'est-tu vrai que c'était 10 000 personnes qui pouvaient rentrer là? Absolument. Ça n'a pas de sens. 10 000 personnes. Ben, ça a dû coûter tellement cher pour maintenir ça. Oui, mais 10 000 personnes, c'est rien. Aujourd'hui, il y a 30 000 visiteurs par jour, normalement. Ouais, mais à l'époque, l'objectif, c'était pas nécessairement du tourisme, c'était plus pour mettre sous contrôle l'aristocratie. Les nobles. Ouais, oui. Est-ce que ça a valu le coup? Ben, selon toi, en fait, aujourd'hui, il va y avoir des touristes puis il va y avoir des revenus. Mais... Non, mais en fait, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Louis XIV tenait à avoir les nobles autour de lui? Ouais. Et la réponse est très simple. Louis XIV, dans le début de son règne, avait connu la Fronde. La Fronde, c'était les princes et une partie du Parlement qui s'est rébellé contre lui, contre aussi l'autorité du cardinal de Mazarin, qui était le ministre de Louis XIV à ce moment-là. Et Louis XIV... Pour faire l'inverse, finalement, il s'est assuré d'avoir tout le temps les gens avec lui
en tout temps. Il avait été en danger pendant cette Absolument. c'est un attentat, absolument. je pense qu'il y avait eu aussi pendant cet événement-là. Absolument. Son propre oncle, Gaston d'Orléans, et sa fille, la grande mademoiselle, s'étaient rebellés contre lui. D'ailleurs, Louis XIV a exilé Gaston d'Orléans à Blois suite à cet incident-là. Mais en fait, c'est toujours l'histoire des princes cadets de France qui veulent prendre le dessus sur les aînés. Donc, c'est aussi pour ça que il y a comme une tradition à la cour de France que quand il y avait 2 princes, le cadet était un peu élevé en fille. En fait, le frère de Louis XIV, qui est Philippe, qui est devenu duc d'Orléans à la mort de son oncle, Gaston d'Orléans, dont on a parlé, ben, Philippe d'Orléans a été un peu élevé en fille parce qu'on voulait être sûr qu'il ne se rebelle pas contre son propre frère. Donc, ça datait de cette époque-là ou c'était antérieurement? Ah non, c'est antérieur. Cette pratique-là a toujours existé. Écoute, jusqu'à Louis XVI, son frère cadet, le comte de Provence, avait aussi été un peu élevé en fille. Donc, parce que même avant ça, je veux dire, les fils de Henri II, ceux qui étaient supposés de prendre la couronne par la suite. À l'exception d'un, tous les fils d'Henri II ont été rois de France. Ouais. Il y a eu le premier qui a été François II, qui avait épousé Marie Stuart, qui malheureusement est mort. C'est lui qui avait les oreillons, je pense. Exactement, exactement. Et ensuite, ça a été Charles IX, le célèbre massacre de la Saint-Barthélemy. Ouais. Qui lui, il n'a pas été chanceux, il s'est vraiment fait manipuler, là, pas petit. Absolument, par sa mère, Catherine de Médicis, et par son entourage. Et ben, c'est un contexte aussi de l'histoire de France, les guerres de religion, qui n'a pas été très joyeux. C'est quand même ironique parce que oui, effectivement, c'était pas un contexte qui était très joyeux, mais en même temps, les arts étaient florissants, c'était la Renaissance. Je veux dire, si on visite certains lieux comme Fontainebleau, qui est un des très beaux châteaux de la Renaissance, on voit très bien que les artistes italiens, notamment ceux amenés par François Ier à la cour de France et Henri II, justement, ont créé des chefs-d'œuvre. Donc, suite à ces guerres en Italie, il a amené de l'art ici, il a amené de l'expertise italienne, il y a un renouveau total de l'architecture. Léonard de Vinci a subi l'influence de François Ier. Il a été courtisé et finalement, il a décidé de venir à la cour de France à la fin de sa vie. Il a fini ses jours à Amboise, donc il était adoré du roi. Mais donc, en exemple de ça, de ce conflit-là entre les nobles et la royauté, tu avais justement ça. Tu avais Charles, le deuxième fils de Henri II, lui, c'était Condé, je pense, qui était... je me trompe peut-être de nom. En fait, Condé était... C'est lui qui s'était fait tuer dans la soirée, dans cette... Non, c'est l'amiral de Coligny. Coligny, Coligny, oui, absolument, qui était le chef des protestants, mais qui, ironiquement, était un bon ami du roi et qui avait beaucoup d'influence sur le roi et qui voulait pousser le roi à aller faire une guerre dans les Flandres. Et à cause de l'attentat contre Condé, qui, si on a lu Alexandre Dumas, aurait peut-être été fait par sa propre mère, Catherine de Médicis. Je sais pas si tu as vu le film La Reine Margot ou si tu as lu le livre. C'est beaucoup de livres puis des bandes dessinées puis des documentaires. Mais ça, c'est quoi ce film-là? La Reine Margot. Ah, OK, je vais aller voir ça. Un très bon film avec Patrice Chéreau. Je vais aller voir ça, absolument. Basé en bonne partie sur le roman d'Alexandre Dumas. Donc, Puis ensuite, tu as les autres fils de Henri II qui sont succédés. Puis là... Ben, il y a eu Henri III. Qui avait été nommé roi de Pologne, mais à la mort de son frère, il a abandonné le trône de Pologne pour le trône de France. Et qui, lui, il y avait eu des rumeurs comme quoi il était homosexuel, mais en fait, il n'était pas homosexuel. Mais par contre, il y avait des très bons amis qui l'appelaient ses mignons. Donc, c'est là que ça a commencé, quand le monde dit Sa Majesté, même si c'est un homme. Je sais pas si je me trompe, il me semble que j'avais vu ça quelque part. C'est peut-être quelqu'un qui a dit ça comme ça, sans y penser nécessairement, mais en tout cas, ça serait à vérifier. Là, Ben, tu sais, c'était flamboyant. C'est ça, exactement. C'était... Ben, les rois avaient des titres comme, tu sais, le roi de France, c'était le roi très chrétien. Alors que il y avait un autre nom pour le roi d'Espagne, j'ai oublié, mais enfin... Puis c'est ça, mais dans le fond, c'était juste pour voir, parce que tu disais que le deuxième, lui qui n'était pas le dauphin, qui était le prochain sur la lignée, lui, était efféminé ou il était traité comme fille. Puis je me demandais s'il y avait une corrélation avec ça et les comportements de, admettons, justement, Henri IV, là. Pas Henri IV, Henri III.
Ben c'est ça, exactement. Il y a peut-être un lien, Henri III, qui était le fils préféré de Catherine de Médicis, sa mère, mais qui, selon la version romancée de l'historiographie par Alexandre Dumas, était plutôt efféminé. Mais aussi, il portait un anneau, une boucle d'oreille. Mais beaucoup de nobles qui, à la Renaissance, avaient une boucle d'oreille, une perle. Là, c'était très populaire à l'époque. Mais en même temps, je veux dire, il suffit de voir les récits d'Henri III allant à la chasse et pour montrer qu'il y avait quand même un caractère belliqueux. Et il était quand même marié, puis il aimait beaucoup sa femme. Donc, même s'il la trompait. Je pense que c'est plus le 19e siècle qui s'est emparé de l'image d'Henri III pour en faire un, soi-disant, peut-être homosexuel. Mais dans les faits, je ne crois pas qu'il l'était. OK. Puis lui, je me souviens. Lui a été assassiné. Oui, il était assassiné. Ça, c'était un prêtre ou un gars déguisé en prêtre qui est allé dessus, ou c'était peut-être déjà un prêtre aussi. Exactement. Et suite à son décès, c'était la fin de la dynastie des Valois parce que lui n'avait pas réussi à avoir d'enfant avec son épouse. Et c'est son cousin, Henri IV. Henri IV, qui était en fait le roi Henri III de Navarre, mais qui est devenu le roi Henri IV de France et qui a pris le trône, qui était l'aîné de la branche cadette, qui était la branche des Bourbons, en fait, qui descendait du 7e fils de Saint-Louis, qui est monté sur le trône. C'est la règle de la loi salique, donc que le trône ne peut être passé que par les héritiers mâles, et c'est la règle de la progéniture mâle. Puis ça, c'était les Capétiens. Là. Toute cette lignée-là, c'est Capétiens, Valois. Dans les Valois, il y a eu... C'est la branche des Valois Capétiens. Là, dans le exactement, mais il y a eu plusieurs branches, même dans la branche des Valois. Ça, c'était la dernière branche des Valois. Et à la mort, effectivement, d'Henri III, il était le dernier de cette branche-là des Valois. On remonte dans l'arbre généalogique et on retourne carrément à Saint-Louis et à l'aîné des branches mâles qu'il y avait à l'époque. Donc, les Bourbons. Wow. Il y avait deux autres branches aussi. Il y avait les Condés et les Contis. Ah, ben c'est ça, la compétition des Condés. OK, qui sont d'autres branches de princes légitimes, de branches cadettes. Mais ça, est-ce que c'était le même conflit? Je veux dire, ça, ces nobles-là, les Condés, dans le fond, ils ont vraiment pas rendu la vie facile aux Valois. Les conflits entre les protestants et les catholiques, c'était constamment à cause ces conflits-là qui étaient générés par les Condés. Le Condé, ça revient souvent dans cette époque-là. Épisodiquement, les Condés étaient les amis, les alliés de la couronne de France, ou à d'autres moments étaient, contrairement, les ennemis. Il y a eu le prince de Condé qui s'est justement rébellé contre Louis XIV pendant la Fronde, mais par la suite, ils ont été plutôt les alliés, je dirais, de la couronne de France. Ils se sont rachetés. Les Condés étaient souvent chefs de la branche catholique pendant les guerres de la Renaissance, étaient les chefs de la branche catholique. Tout ce qu'on est en train de raconter là, dans le fond, c'est une mise en contexte pour amener Louis XIV, parce que c'est bien évident que ce que Louis XIV a vécu, puis ce que lui a essayé de finaliser avec les conflits avec les nobles, c'était par la construction de Versailles. C'était l'objectif, c'était de enfin mettre la main puis d'arrêter les conflits avec les nobles. Puis, je reviens avec la question, est-ce que ça valait la peine? C'est aussi une histoire d'amour. Louis XIV était clairement attaché à Versailles parce que il avait très peu de souvenirs de son père. Là. Je veux dire, il est né en 1638, puis il est devenu roi en 1643. Donc, il a très peu de souvenirs de son père, mais il connaît tout l'attachement que son père avait pour le domaine de Versailles, domaine de chasse, domaine où il s'était réfugié aussi souvent Louis XIII pendant des périodes, la fameuse période des dupes, durant laquelle Louis XIII a exilé sa propre mère et donné plutôt le pouvoir à Richelieu. Mais au détriment de sa propre mère. Donc. Parce qu'elle s'était mise contre lui, elle s'était échappée par une fenêtre pour aller rejoindre les rebelles. Tu parles il y a aussi je sais pas si je me trompe. Là, Il y a aussi l'épisode de Concini. La mère de Louis XIII était sous l'influence d'un conseiller italien et Louis XIII a fait assassiner au Louvre le conseiller italien et il a aussi chassé sa mère un peu du conseil et du pouvoir. Puis c'est drôle que tu me mentionnes ça. On va sauter d'un endroit à l'autre, je le sais. Je savais que j'allais triper avec toi de parler de ça. Mais tu sais, ce meurtre-là de Concino Concini, là, oui, pour éloigner Marie de Médicis. Mais tu regardes en arrière, puis c'était...
c'était pas un des fils de Henri II qui avait commis un meurtre, qui avait tué un de ses rivaux, puis que ça avait fait outrage, puis lui avait perdu la couronne. On parlait de l'assassinat de l'amiral de Coligny, Ouais. qui était le conseiller principal du roi Charles IX, Ouais. mais qui a engendré quand même le massacre de la Saint-Barthélemy et a attisé les tensions pendant les guerres de religion. Je veux dire, c'est de tout temps de l'histoire d'assassiner le principal rival. Mais c'est un peu pour ça aussi que Louis XIV a décidé qu'il n'aurait pas de premier ministre. L'État, c'est moi. Donc, il ne voulait pas être sous le joug, sous l'influence de quelqu'un d'autre. Et il voulait lui-même être son premier ministre. Ça, c'était à la mort du cardinal de Mazarin. Ça a été la fin de la régence, finalement. Ouais. À la mort de Mazarin, Louis XIV dit « L'État, c'est moi » et il explique à ses ministres que désormais, ils ne peuvent plus rien faire, même pas signer un passeport sans lui demander son approbation. Donc, j'ai juste une question pour toi. Dans le fond, Louis XIV, 1643, qui devient le roi, mais il y avait encore la régence avec Mazarin, que lui est décédé en 61. Comment ça s'est passé? Puis en plus, les rumeurs, j'ai entendu tantôt. C'était la période la plus troublée du règne de Louis XIV. Sur le plan personnel, c'était la période de la Fronde, justement, où des nobles et des parlementaires aussi se sont rébellés contre l'autorité de Mazarin. Et Louis XIV a été un peu chassé du Louvre, a dû s'enfuir, dormir sur des paillasses parce que... Il y a eu deux frondes successives. Là. Il y a eu la fronde des nobles qui se sont rébellés contre Louis XIV et la fronde du Parlement aussi qui contestait la légitimité de Mazarin et d'Anne d'Autriche. Donc, qui était la mère de Louis XIV, qui, malgré son nom, Anne d'Autriche était tout à fait espagnole. Parce qu'elle faisait partie de la famille des Habsbourg, puis... qui régnait aussi sur le Saint-Empire romain germanique, donc c'est pour ça d'Autriche. Les nobles ne voulaient juste simplement pas avoir cette personne-là qui était l'ennemi, à quelque part. On la voyait comme l'ennemi parce qu'elle faisait partie justement des Habsbourg. Puis... Et oui, et le cardinal de Mazarin était italien. Donc, les princes de France voulaient eux-mêmes être au pouvoir. Le Grand Condé et tous ces gens-là voulaient être au pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils se sont un peu rebellés et qui ont contesté l'autorité et l'influence que ces gens-là avaient sur le roi. Donc. Puis, question pour toi, puis là, danger à tout le monde, là, vous pouvez couper, rendu là, c'est spoiler alert, mais Mazarin, il était, d'après ce que j'avais entendu... Louis XIII, les femmes avaient comme la difficulté à avoir des enfants avec sa femme. Pas, la fameuse légende. La légende, oui. Oui, mais tu sais qu'on connaît exactement... Génétiquement, oui. On connaît exactement le moment où Anne d'Autriche et Louis XIII ont conçu Louis XIV, le futur Louis XIV. Ça, est-ce que c'est de la propagande ou c'est une rumeur? Non, c'est vrai. Ah, OK. En fait, pendant des années, Louis XIII et Anne d'Autriche n'ont pas eu d'enfants, ou ils ont eu quelques enfants qui sont morts en bas âge, des fœtus morts en bas âge. Et c'est un couple stérile pendant pratiquement plus de 20 ans. Et à un certain moment, le roi Louis XIII, qui était à la chasse, il y a eu un orage. Et il a dû aller se réfugier au Louvre, qui était le palais le plus proche, mais il était un peu mécontent d'aller au Louvre parce que le palais était occupé par sa femme à ce moment-là. Donc, puis le couple était en froid depuis plusieurs années, mais visiblement, il y a eu des rapprochements parce que 9 mois plus tard, Louis XIV est né. Et 1 an et demi plus tard, le frère de Louis XIV, Philippe d'Orléans, est né aussi. Donc, sur la fin, Louis XIII et Anne d'Autriche se sont réconciliés et la dynastie s'est perpétuée. Il y a une rumeur que ce serait Mazarin. Oui, mais faut pas écouter tout ce qu'Alexandre Dumas a écrit au 19e Ah oui, c'est lui qui a parti ça? Okay. Ben oui, absolument. Les trois mousquetaires, c'est Alexandre Dumas. Toutes ces légendes-là viennent des écrits du 19e siècle, oui, absolument. Bon, OK, tu viens de me... Tu sais que D'Artagnan a réellement existé. Ah, pas vrai? Ben oui, absolument. D'Artagnan, c'est un vrai personnage historique. Et le fait d'armes le plus connu de D'Artagnan, c'est d'avoir arrêté Nicolas Fouquet. Explique. Pendant la fameuse fête de Vaux-le-Vicomte. Parce que tu sais pourquoi Versailles est devenu ce que Versailles est devenu. C'est un peu par jalousie, en fait. Parce que, justement, à la mort de Mazarin, il y a 2 hommes
qui se disputait un petit peu le titre de quand même celui qui avait le plus d'influence auprès de Louis XIV. Il y avait Nicolas Fouquet qui était surintendant des finances et il y avait Colbert qu'on connaît plus aujourd'hui. Et bien Nicolas Fouquet, lui, s'est dit « Je vais épater Louis XIV, je vais lui offrir une grande fête, je vais l'inviter dans mon nouveau domaine que je me suis construit, Vaux-le-Vicomte. » Mais la fête n'avait pas de démesure tellement c'était incroyable. Je veux dire, le château construit par le Vaux, les jardins par le nôtre, le théâtre de Molière. Louis XIV, oui, a été épaté, mais en même temps, il était jaloux. Il était jaloux de la beauté de ce château classique aux lignes parfaites, de ce terrain si bien aménagé. Lui qui vivait dans des vieux châteaux était tout à fait jaloux. Et en fait, il s'est rendu compte aussi que probablement que Nicolas Fouquet avait dilapidé les finances publiques pour construire son château de Vaux-le-Vicomte. Et il l'a fait arrêter par d'Artagnan. Et il l'a fait emprisonner à plusieurs prisons successives, dont Pignerol, qui était la prison où il y avait l'homme au masque de fer. Ouais, est-ce que c'était vrai, ça, l'homme au masque de fer? Il a réellement existé. Oui. Hein? Il a réellement existé, mais pour le peu qu'on connaît de lui, et le masque, il n'était pas en fer, il était plutôt en velours la plupart du temps, mais ce qu'on sait, c'est que ce personnage-là n'avait pas le droit de montrer son visage à personne, sauf à ses geôliers. Alors, évidemment, on n'a jamais su ce que c'était qui. Encore une fois, Voltaire s'est pris d'imagination pour ce personnage-là. Il en a beaucoup parlé. Et par la suite, encore Alexandre Dumas et l'homme au masque de fer ont voulu en faire un potentiel frère cadet de Louis XIV, ou aîné même. Et Louis XIV aurait voulu usurper le pouvoir. Mais dans les faits, il ne faut pas oublier que les reines de France accouchaient devant un public. Donc, c'est absolument impossible que Louis XIV ait un frère jumeau sans que toute la cour le sache. Ça, c'est étrange quand même. On peut parler peut-être de l'étiquette de la royauté, puis surtout que ça a été initié par Louis XIV. En plus d'inviter les nobles à venir participer à la royauté à Versailles, tu avais aussi, les nobles étaient invités à participer à l'étiquette où c'est que c'était qui était le chanceux qui allait habiller le roi ou contempler la reine en train d'accoucher. Exactement. En fait, la reine, c'est pas compliqué. Toute la cour pouvait y assister. C'était un spectacle. Je veux dire, pendant que la reine Marie-Antoinette accouchait, les gens jouaient aux cartes dans la chambre, les gens mangeaient, les gens discutaient. Je veux dire, c'était la télé-réalité de l'époque, un peu. Et d'ailleurs, il y avait tellement de gens dans la chambre de la reine Marie-Antoinette que la pauvre, évidemment, s'est évanouie parce qu'il y avait une chaleur suffocante. Et Louis XVI, qui était un grand gaillard très bâti, a essayé d'ouvrir la fenêtre, mais je crois qu'on était en hiver, puis il y avait des doubles fenêtres et il était absolument impossible à ouvrir. Et il a carrément cassé le carreau pour donner un peu d'air à la pauvre reine qui s'était évanouie. Ça, il y a le film de Sofia Coppola pour Marie-Antoinette. Là, on peut faire un petit parallèle, là, mais ça, c'était vraiment un beau film. La musique est étrange quand même, puis c'est peut-être les personnages auraient peut-être dû être français, les acteurs auraient dû être français. Les adaptations de l'histoire de France qui sont faites par des Français, personnellement. J'ai beaucoup de difficultés avec les versions américaines ou autres. As-tu des suggestions de films à voir par rapport à Marie-Antoinette? Par rapport à Marie-Antoinette, il y en a des très, très vieilles versions, mais Marie-Antoinette, reine de France, qui est un film de 1953, si je ne me trompe pas, avec Michel Morgan dans le rôle titre. Quant à moi, c'est un excellent exemple de ça. Sinon... juste la série La Révolution française, les années-lumière, les années terribles, la première partie qui commence à la cour de France, ça vaut vraiment la peine. 1956. Oh, 3 ans. Jean Delannoy. De 3 ans, t'étais proche. C'est ça, Sofia Coppola, le film était beau, mais c'est ça, c'était des acteurs américains, puis c'était... Dans le contexte général de Versailles et de l'histoire de France, à cette époque-là, s'il y a vraiment... un film, en fait, c'est un téléfilm que je recommanderais aux gens, c'est L'Allée du Roi. L'Allée du Roi, ça raconte la vie de Madame de Maintenon. Madame de Maintenon qui a eu une vie absolument passionnante, rocambolesque. Elle est née carrément en prison et elle a réussi à gravir tous les échelons pour se hisser, jusqu'à devenir la femme du roi à la mort de la reine Marie-Thérèse. Elle a épousé le roi en 1683. C'était une femme de lettres, une femme d'esprit. Son premier mariage avait été avec Paul Scarron, un grand poète de l'époque.
elle avait réussi à obtenir la confiance de Madame de Montespan, qui, à ce moment-là, était la maîtresse principale de Louis XIV. Et c'est elle qui s'occupait des enfants illégitimes de Madame de Montespan et de Louis XIV, ce qui n'était pas évident parce que Madame de Montespan était mariée. Donc, il fallait cacher ces enfants-là pour éviter que le mari de Madame de Montespan revendique la paternité au détriment du roi. Ouais. Donc, le pauvre marquis de Montespan était pas mal éloigné de la cour. Je vais aller voir ça. C'est vraiment... merci pour cette référence-là. Je vais aller vérifier ça. Ça a l'air d'être un excellent film. Puis, mais si on peut... dans le fond, Louis XIV, est-ce que ça valait la peine qu'il investisse autant d'argent puis, dans le fond, qu'il fasse que le pays soit banqueroute? Il a fait des gaffes. Il a fait des gaffes comme... Une des obsessions de Louis XIV, c'était d'amener l'eau à Versailles. Parce qu'il voulait que... Il était passionné de fontaines, de jardins. En fait, le budget des jardins de Versailles a occupé plus d'argent, en fait, que la construction du château même. C'était le site le plus ingrat qu'on peut imaginer pour construire un château. C'était un site marécageux, Versailles, à l'époque de Louis XIII. Et Louis XIV a voulu drainer toutes les eaux possibles pour alimenter ses fontaines. Il y avait plus de 3500 fontaines à une certaine époque à Versailles, là. Quelle obsession. C'est une obsession, quelque part. Et il a voulu faire construire un aqueduc, l'aqueduc de l'Eure, qui devait amener l'eau d'une rivière qui s'appelle l'Eure à Versailles. Et ça a été un chantier pharaonesque. Il s'agissait de construire un aqueduc qui était plus haut que les tours de Notre-Dame pour amener l'eau jusqu'à Versailles. Les ingénieurs ont essayé pendant des années, mais finalement, le chantier a été abandonné à cause de la guerre, parce que... il y avait des délais souvent. Pendant qu'il allait faire la guerre, tu avais un délai de 10 ans avant de retourner au chantier. Ce qu'on oublie, c'est que une bonne partie des ouvriers qui travaillaient sur les chantiers, c'était l'armée. Quand il n'y avait pas de guerre, l'armée participait aux chantiers royaux et... quand les soldats étaient requis sur le front, les chantiers étaient abandonnés souvent. Ce que j'avais entendu, c'était qu'après les guerres en Belgique, la première guerre qui avait eu lieu pour essayer d'avoir la Belgique, par la suite, tu avais une armée de terre permanente qui était en place, donc ce serait peut-être aussi son équipe de construction aussi. Lui, il voyait l'avantage d'avoir ça là pour... Il y a même un bassin à Versailles, un bassin d'eau qui s'appelle la pièce d'eau des Suisses, parce qu'elle a été creusée par les gardes suisses du roi. Donc, oui, absolument. Bon. Parce que moi, pour répondre à ta question... Oui, parce que est-ce que ça valait la peine? Pourquoi pas? Je veux dire, le patrimoine qu'ils nous ont laissé... Oui, c'est incroyable. Là. C'est beau. Là. C'est une œuvre d'art, une œuvre... c'est pas comparable. Ce qui est drôle aussi, c'est que Versailles, à l'époque de Louis XIV, était perpétuellement en construction. Du début des premiers travaux de Louis XIV jusqu'à la fin de sa vie, vers la fin de sa vie, il a construit la chapelle, qui était comme le dernier grand chantier qu'il a entrepris. Versailles a toujours été en construction. Et c'est encore le cas aujourd'hui parce que Versailles est toujours en restauration actuellement. C'est gigantesque, là. Oui, absolument. Dès qu'on termine un chantier de restaurer un lieu dans son état d'origine, il y en a un autre lieu qui est à restaurer actuellement. Donc... Parce que tu te payes la quiétude. Tu n'as plus à t'inquiéter des nobles. Il n'y aura plus de conflits. Les nobles vont tous être autour du roi. Ils vont tous profiter de cette espèce d'endroit paradisiaque. Il n'y aura pas de manigance politique en arrière-plan. Ils se payent la quiétude, mais... Écoute, les nobles s'arrachent le privilège de pouvoir donner la chemise au roi au grand lever. Je veux dire, ça s'en est rendu là. Mais en bout de ligne... le problème, c'est qu'à la fin du 18e siècle, il y a une nouvelle classe dirigeante qui était la bourgeoisie, qui a pris un peu le dessus sur les nobles. Et c'est la bourgeoisie qui a amené la Révolution française, finalement. Oui, parce que lui, le format administratif que lui a apporté, c'est ça qui a été arrêté par la Révolution française, c'est ça que... Exactement. Parce que c'était de l'abus de... Est-ce qu'on peut le comparer à aujourd'hui ou comment que les élites fonctionnent puis qui veulent s'approprier des territoires puis faire de l'argent sur le dos du peuple? Parce que lui, il était ignorant, il s'en rendait pas compte que le peuple est en train de souffrir. Puis, les conditions de vie étaient absolument exécrables, là. C'est pas avant le 19e siècle qu'il y a eu une révolution agraire en France, puis que les conditions pour les paysans ont commencé à s'améliorer. Mais pour le commun du peuple, là, avant le milieu du 19e siècle, il n'y avait pas vraiment de prospérité.
Puis jusqu'à la Révolution française, il y avait quand même le droit seigneurial en France, donc que nous, on a gardé plus longtemps au Canada, parce que nous aussi, on a eu le droit seigneurial, on l'oublie, mais on a eu des seigneuries en Amérique du Nord. Et nous, je pense que c'est en 1850 qu'on a aboli le droit seigneurial, mais en France, c'était à la Révolution française. Donc, tu avais l'idée du petit censitaire qui devait donner une partie de sa récolte aux nobles et qui était un peu soumis aux nobles. Puis même après la Révolution française, je veux dire, les Jacobins. Une des élites de la Révolution française, oui, absolument. Parce qu'il y a un génocide après ça, c'est Robespierre, je pense. Ah, exactement. Il y a eu des régions... Abus de pouvoir total de sa part. Puis il y a eu des régions de France comme la Vendée où pratiquement la population en entier a été exterminée. Oui. C'est... La chute de Robespierre a amené la fin de ce qu'on appelait la terreur. Ouais. Donc, par la suite, les choses ont commencé à s'améliorer. Même Napoléon a failli y passer parce que lui était dans l'armée pas des Jacobins. Mais... Joséphine, ah oui, son mari. Joséphine, son mari, M. de Beauharnais, y est passé. Mais Joséphine avait été appelée à l'échafaud. Oh. Son nom avait été nommé dans la prison, mais elle s'est évanouie. Normalement, quand tu étais nommé, tu devais t'avancer et aller dans le couloir de la mort. Mais elle s'est évanouie, puis il y a des gens qui l'ont cachée, donc le geôlier est passé au prochain sur la liste, le prochain nom sur la liste. C'était aussi simple que ça pour s'en sortir. Elle avait elle-même coupé ses cheveux parce qu'elle voulait être sûre que sa belle chevelure ne soit pas abîmée par la guillotine. Ah, ça, c'était la guillotine, c'est quelque chose de dégueulasse, mais c'était un peu après Louis XIV. Louis XIV, c'était pas la guillotine dans ce temps-là, c'était pas le guillotine n'avait pas encore fait son invention. C'était plutôt la pendaison, la célèbre pendaison. Ou dans certains cas exceptionnels, comme sous Louis XV, il y a eu le fameux attentat d'Amiens. D'Amiens, c'était un homme qui a tenté de tuer le roi Louis XV à la sortie de la salle des gardes de Versailles. Et Louis XV a été légèrement blessé, mais très peu. Et Damien a été carrément écartelé en place de Grève. La place de Grève, c'est la place devant l'hôtel de ville à Paris. Et il a subi toutes les tortures possibles. Attaché à 4 chevaux qui écartèlent les membres. Ah, ça, c'est dégueulasse. C'est comme le hung, drawn and quartered pour les Anglais en Angleterre. Ça, c'est en français, je sais pas c'est quoi, je m'excuse, l'anglicisme, le hung, drawn and quartered. Ça, tu te faisais pendre, puis juste avant de mourir, ils te ramenaient, puis après ça, ils t'ouvraient les intestins, je pense. Ouais. Puis après ça, ils t'écartelaient. Je pense que ça finissait de même. L'Angleterre a une belle histoire aussi de violence avec certains de ses rois. Je veux dire, moi, je pense en particulier, il y en a 2, là, Marie Stuart, quand même. Reine d'Écosse qui a carrément eu la tête coupée par sa cousine. Ah oui, puis Élisabeth Ier. C'est pas elle qui l'a fait, mais elle l'a fait. Elle l'a signé. Puis d'après les films, elle l'aurait pas voulu vraiment, mais elle l'a signé quand même. Oui, jusqu'à la dernière minute, elle protestait. Elle disait non, il faut pas le faire, mais elle s'est fait arracher un peu la signature. Ils ont eu de la misère à y couper la tête, hein, Marie Stuart, d'après ce que j'avais entendu. Je pense que le gars, il paraît qu'il a fallu qu'il s'y prenne 2 fois ou plusieurs fois. Enfin, ça semble avoir été sanglant. Mais il y a eu aussi le roi Charles Ier d'Angleterre qui a eu la tête coupée. Et pendant une brève période, il y a eu un autre régime qui a été mis en place en Angleterre qui était dirigé par Cromwell jusqu'au rétablissement de la monarchie. Mais l'Angleterre, la principale différence entre l'Angleterre et la France, c'est que le concept de monarchie absolue n'a jamais vraiment existé en Angleterre. En Angleterre, je veux dire, le roi était toujours sous le joug du Parlement un peu et des conseillers, surtout justement après l'assassinat de Charles Ier, le Parlement a pris toute sa place. Mais en France, la monarchie absolue, où le peuple n'avait pratiquement pas son mot à dire. Il y avait des parlements, mais les parlements n'avaient aucun pouvoir de légiférer les lois. Mais Henri VIII, c'était quand même un monarque... tu pouvais pas contester ce qu'il disait. Effectivement. On parlait justement de la violence des rois d'Angleterre et Henri VIII, c'est un autre bon exemple justement. Il a fait tuer 2 de ses femmes, il a fait tuer sa deuxième épouse qui a donné naissance, Anne Boleyn, qui a donné naissance à la future Élisabeth Ier, et il a tué aussi sa 5e femme, Catherine Howard. Ouais, lui, il était parti sur
excusez l'anglicisme, le power trip, là, il était vraiment... lui, bon, en tout cas, sans aller trop dans un autre roi d'un autre pays, mais lui, c'est ça qu'il avait apporté, c'était mettre un fin au conflit entre le protestantisme et le catholicisme. Lui, il avait juste pris contrôle de l'Église, puis c'était lui qui décidait tout. Puis, en fait, c'est lui qui a comme parti le bal, je dirais, parce que c'est à son époque qu'il y a eu la première scission, entre l'Église d'Angleterre, qui était naissante à ce moment-là, et Rome. Mais par contre, ça n'a pas été automatique, je te dirais, parce que par la suite, il y a eu des rois qui ont été tentés par le catholicisme en Angleterre, dont sa fille aînée, qui est devenue reine, la reine Marie Tudor, qui, elle, était tout à fait catholique et qui a voulu tenter de rétablir le catholicisme en Angleterre. Donc, l'Angleterre aussi a ses histoires d'amour-haine par rapport à leur religion. Et finalement, ça s'est réglé seulement au 18e siècle parce que les derniers Stuarts, même Charles II Stuart, sur la fin de sa vie, aurait voulu se convertir au catholicisme. Donc... Ça, c'est intéressant parce que ce moment-là, comme on parle là maintenant là, de Henri VIII, ses actions ont apporté un changement qui a eu un impact pour les prochaines années, puis qui a permis justement à l'impérialisme british, les colonies, puis aussi, j'avais vu ça sur un documentaire de la BBC où c'est que, je pense que c'est un anthropologue, j'ai oublié le nom, je m'en excuse, mais ce que lui proposait, c'était que à ce moment-là, c'est ça, puis ça revient avec la monarchie complète là, que tu mentionnes, qu'en Angleterre, c'était pas le cas, contrairement à la France, qu'eux étaient rendus à le roi Soleil, qui avait le droit de tout faire puis de tout décider. Et qui n'avait pas de premier ministre. Exactement, à la mort de Mazarin. Lui a pris contrôle, mais en même temps, en parallèle, les Anglais, eux, étaient rendus dans le protestantisme, puis... Ça l'a permis qu'au point de vue administratif... Que le parlementarisme se développe, finalement. Oui, puis que les décisions se fassent plus rapidement, que les brevets soient acceptés plus rapidement, que tu n'avais pas à passer à travers d'un roi qui comprenait absolument rien dans l'industrie, le développement de l'industrie, puis le développement de ces brevets-là, puis qu'il fallait attendre des mois avant qu'il y ait une compréhension de la part de la royauté. Puis c'est ça qui a distancé les Anglais, le royaume, l'Angleterre, leur a permis de devancer la France à un point de vue technologique parce qu'ils ont, par exemple, pour aller chercher le charbon, il a fallu un brevet pour développer l'industrie ou la mécanique pour aller creuser. Mais ça, ce brevet-là a été approuvé par les Anglais, puis les Français, eux autres, étaient encore en train de point de vue administratif, il n'était pas au niveau des Anglais. On parle de la modernité plus au 19e siècle, c'est suite aux épidémies de peste qu'il y a eu dans Londres aussi que Londres est devenue la ville moderne qu'elle est devenue. Puis Londres a été la première ville à se doter de ce réseau d'aqueducs, pour évacuer les eaux usées, de salubrité d'égouts, du métro pour favoriser les déplacements. Et Londres a été le modèle de la plupart des capitales européennes, y compris Paris, qui a été revampé complètement par Napoléon III et son baron Haussmann. Donc, oui, il y avait une longueur d'avance, les Anglais. Les Anglais ont toujours eu une longueur d'avance sur le reste de l'Europe, oui. Puis on le voit par la suite, je veux dire, la royauté française, c'est ça qui a amené la chute avec la Révolution française. C'était inévitable, ça s'en venait. Il y avait vraiment... C'est qu'en France, il y a une classe sociale qui a pris le dessus sur l'aristocratie, qui était la bourgeoisie. Donc, c'est les bourgeois, les banquiers, les gens de petits métiers qui ont formé les Jacobins, puis qui ont formé cette classe-là qui s'est rébellée contre l'autorité des aristocrates qui, eux, possédaient la terre. Donc, on ne peut pas empêcher les avancées intellectuelles. On dirait peut-être que c'était pas à ça qu'ils pensaient à cette époque-là, mais il y avait quand même un cri, un besoin. Les gens étaient réprimés, étaient considérés comme des esclaves, pratiquement, je veux dire. Exactement. Puis, ce que je mentionnais tantôt, dans le fond, Louis XIV, il ne s'en rendait pas compte. Lui, il pensait que les gens étaient pauvres à cause que Dieu le voulait ainsi. Puis, je veux dire, il n'y avait pas une prise de conscience de l'élite dirigeante. Puis combien de personnes sont mortes sur les chantiers de Versailles et les chantiers royaux? Beaucoup, énormément. Oui, puis c'est très amusant parce que il y avait des chartes qui disaient comme, mettons, pour tel type de blessure, tu peux avoir combien de livres... je savais pas ça. Oui, il y a eu beaucoup de morts sur les chantiers de Versailles. Il n'y avait pas la CSST.
On est chanceux aujourd'hui quand même. On est quand même chanceux. Comme en Égypte, je sais pas c'était comment que ça fonctionnait, puis... Soi-disant qu'en Égypte, il n'y avait pas d'esclaves et que c'était le peuple, Ouais. mais quand saura-t-on vraiment... Surtout que ça s'étend sur je sais pas combien de centaines d'années, de milliers d'années, c'est différentes constructions-là. Surtout si on croit les théories qui disent que les pyramides auraient été construites par les extraterrestres. Ah oui, c'est vrai, c'est des extraterrestres qui ont construit les pyramides. Exactement. Ouais. Mais... en tout cas, pour en revenir à Louis XIV, lui a initié beaucoup, malgré, c'est ça, que la royauté avait le contrôle sur l'administratif, la façon de fonctionner dans la société, il y avait quand même une ouverture, il y avait un renouveau artistique qui a vraiment rivalisé même ce qu'a apporté François Ier. Moi, je pense juste à Molière, le théâtre de l'époque de Louis XIV. Tu sais, quand on parle du théâtre français, de quoi qu'on parle? On parle de Molière, de Racine, de Corneille, c'est des classiques indémodables qu'on joue encore aujourd'hui, donc qui sont pleins de vérité encore aujourd'hui. Donc, l'héritage de l'époque de Louis XIV, on le porte encore. Là. Comment est-ce qu'un roi peut juste accepter ça, de ce renouveau intellectuel-là, mais sachant qu'éventuellement, inévitablement, il va avoir un impact sur lui, sa façon de vouloir régner, puis d'imposer sa façon qui perçoit la France, puis comment elle devrait être gouvernée. Je veux dire, il invite des nouvelles idées intellectuelles qui vont révolutionner certaines choses. Il a ouvert la porte à ça, dans le fond. François Ier, comme je mentionnais tantôt, sa sœur qui était une poète, lui aussi, a ouvert la porte à ça. L'imprimerie a amené des nouvelles idées, a propagé. Les gens se sont éduqués, ont appris à lire. Louis XIV a utilisé les artistes pour que les artistes servent son règne, en fait. Disons que les gens qui avaient des idées différentes à l'époque de Louis XIV étaient quand même mal vus. Il y a eu justement une nouvelle branche religieuse qui s'est développée à Port-Royal et que Louis XIV a carrément chassé. Ah ouais. Carrément chassé. Donc aujourd'hui, il ne reste plus rien de ce groupe religieux-là qui s'était développé à Port-Royal, qui avait des idées assez nouvelles. Mais Louis XIV a vraiment utilisé les artistes pour que les artistes servent son règne. Tu sais. On le voit dans les belles peintures. Là. Exactement. Je veux dire, quand dans un plafond à Versailles, tu vois Alexandre le Grand, mais en fait, Alexandre le Grand, c'est Louis XIV. Louis XIV se comparait beaucoup au dieu Apollon, donc toute la mythologie, que ce soit de l'Antiquité grecque ou romaine, aurait été abondamment réutilisée à Versailles. Je veux dire, à Versailles, il y avait un appartement qu'on appelait l'appartement des planètes. En fait, le grand appartement du roi s'appelait l'appartement des planètes. Et chacun des salons avait le nom d'une des planètes. Et évidemment, les actions peintes sur les plafonds représentaient les héros de l'Antiquité. Mais les héros, c'était des métaphores pour montrer un peu des illustrations du règne de Louis XIV. Et quand la Galerie des Glaces a été réalisée, au départ, c'était une terrasse qui a été recouverte d'une galerie. Le peintre du roi, Charles Lebrun, qui contrôlait absolument tout à Versailles des décors, le peintre a proposé plusieurs thèmes, le thème d'Hercule, le thème de Jupiter. Mais finalement, Louis XIV a tranché, puis il s'est dit... Non, on va mettre mes propres actions au plafond plutôt que d'utiliser carrément la mythologie. On va peindre mes propres actions. Et ce qui est quand même fascinant, c'est que au centre même de la galerie, dans l'axe de Versailles, où il y a aussi la chambre du roi qui est dans le même axe, Louis XIV s'est fait représenter « Le roi gouverne par lui-même », donc à la mort de Mazarin, comme on disait en 1661. Et c'est vraiment une allégorie qui montre Louis XIV qui prend sur lui-même les rênes du gouvernement. Et ça, c'est au centre même de la galerie, au centre, dans l'axe de Versailles, l'axe symbolique est-ouest de Versailles, qui a été dessiné par le jardinier de Louis XIV, le nôtre, qui est un axe qui fait des kilomètres de long, mais à travers les jardins, à travers l'édifice même de Versailles, à travers la ville de Versailles. Donc, entre un bout et l'autre de l'axe, je ne sais pas il y a combien de kilomètres, mais c'est hyper long. Ouais. Puis, c'est l'idée de domestiquer la nature, de maîtriser la nature, qui était l'obsession de Louis XIV. Finalement, l'homme est plus fort que la nature. L'homme décide du paysage. Puis, je veux dire, le paysage de Versailles, c'est ça. Là, je veux dire, tout est tracé au carré. Tout est tracé selon des règles de perspective, de géométrie. C'est pour ça que ça y a pris du temps. Imagine, faut que tu t'adaptes avec chaque moment. Donc, Mazarin décède. Là, lui, je veux une peinture pour représenter ça, pour montrer que maintenant, c'est moi qui dirige, c'est moi qui est
Puis, je veux dire, c'est mégalomanie. Mégalomane, quelque part, je sais pas. Puis, à propos du Roi Soleil, j'ai entendu ça tantôt, mais lui, quand il était ado, il aurait participé à un ballet, aurait été Apollon dans ce ballet-là. C'est de ce que j'entends ça. Ouais, effectivement, c'est de là que c'est parti. Et tu parles de ballet, c'était la grande passion de Louis XIV. Et ça explique aussi son amour pour la musique de Jean-Baptiste Lully, qui était son principal compositeur. Jean-Baptiste Lully aussi, qui était d'origine italienne, mais qui a voulu franciser son nom. Donc, il est passé de Jean-Baptiste Lully, L-U-L-L-I, à L-U-L-L-Y, qui fait beaucoup plus... Giovanni Battista Lully est devenu Jean-Baptiste Lully, et qui était vraiment le principal compositeur au service de Louis XIV. Il y en a eu plusieurs autres, mais faut quand même, je le dise, le plus pompeux des compositeurs de Louis XIV, c'était Jean-Baptiste Lully. On a juste à penser à La Marche des Turcs, qui est hyper connue. C'est très pompeux, très rythmé. Militaire? Oui, militaire aussi. Donc, et il y a aussi, on parlait beaucoup de monarchie anglaise. Il y aurait des rumeurs que ce serait Jean-Baptiste Lully qui aurait composé le God Save the Queen. Ah ouais, God Save the Queen était emprunté par les Anglais à Jean-Baptiste Lully, qui l'aurait composé pour Louis XIV, en réalité. Oui, j'avais entendu je sais pas jusqu'à quel point la rumeur est vraie, et moi, je n'ai pas vu la partition originale de Jean-Baptiste Lully. Mais je pense que tu as raison. Oui. Mais Jean-Baptiste Lully aurait composé le God Save the King, Dieu sauve le roi, pour protéger le roi pendant qu'il y avait sa fameuse opération de la fistule anale. Et pour donner du courage au roi, il aurait composé cet hymne-là. Et par la suite, les Anglais l'auraient réutilisé, en auraient fait l'hymne national britannique. Ça devait pas être le fun à cette époque-là. Comme tantôt, je disais, je suis content d'être à notre époque. On a vraiment plein de choses qui nous permettent de bien vivre, mais à cette époque-là, ça devait être vraiment difficile. Surtout que lui... Louis XIV, c'est un dieu d'avoir vécu aussi longtemps. Ouais, la moyenne d'âge d'un homme à cette époque-là en France, je me demande si c'était pas maximum 35-40 ans, alors que Louis XIV a vécu 70 ans passés. C'est quand même incroyable. Puis c'était un bon vivant aussi, là. Il bouffait, là. Absolument. Les repas au grand couvert du roi, c'était interminable et interminable. Je peux même te dire c'était quoi les aliments préférés de Louis XIV. Vas-y donc. L'aliment préféré de Louis XIV, c'était les petits pois. Et Louis XIV avait un potager à Versailles qui avait été créé par La Quintigny. Et c'était absolument fou parce que c'était un visionnaire, cet homme-là, et il avait créé des systèmes de culture pour avoir des légumes et des fruits hors saison. Et ça, c'était la plus grande mode. Manger des fraises l'hiver, quand c'était pas la saison des fraises, c'était absolument formidable. Puis lui, avec des systèmes de serre, avec des systèmes où les fruits étaient recouverts de paille pour les protéger contre le froid, puis tout ça, il avait réussi à cultiver à peu près tous les fruits et les légumes qui étaient possibles à l'époque. Louis XIV aimait beaucoup les orangers aussi. Donc, il y avait beaucoup d'orangers à Versailles, et son parfum préféré était le parfum de fleurs d'oranger. Mais La Quintigny, donc ça, c'était le jardinier là, officiel de Louis XIV, c'est ça? C'était le jardinier potager, parce qu'il y avait le jardinier Le Nôtre, qui lui, en fait, était le créateur des axes de Versailles, des jardins. Donc, Le Nôtre, c'était pas quelqu'un qui plantait des fleurs, c'était quelqu'un qui dessinait le plan. Et l'autre dont on vient de parler, c'est celui qui cultivait les fruits et les légumes pour la table du roi. Mais avec la superficie de Versailles, c'était de l'arrogance. Il y avait vraiment un manque de compréhension de la société française où elle en était, puis les gens qui souffraient. Il n'aurait pas pu faire un jardin incroyable, puis à défaut de vendre des légumes, mais au moins de les offrir à son peuple, où il y avait une déconnexion totale. Puis c'est à ce moment-là, je pense En fait, je sais que les restes de table à l'époque de Louis XIV, les restes de la table de Louis XIV étaient... On pouvait les acheter, ce qui n'était pas consommé par le roi, parce que c'était des repas gargantuesques là, qui étaient préparés pour le roi. Mais effectivement, le peuple qui mourait de faim, la célèbre légende, parce que ce n'est pas vrai, que Marie-Antoinette aurait dit ils n'ont plus de pain qu'ils mangent de la galette. C'est Ça, c'était de la propagande. Oui, mais ça, c'est de la propagande. Il n'a jamais dit ça. Mais... Parce qu'avant ça, c'était Henri IV. C'était Henri le Bon, je pense que c'était le bon roi, ou c'est tout de même qu'il l'avait appelé.
Parce que lui, avant, c'était lui qui était le bon... Qui était le Louis XV a été nommé le bien-aimé. Henri IV, son surnom, c'était le Vert galant. Ah. Parce que lui, il aimait bien draguer les demoiselles. Je crois que ça vient de là. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le prix du pain à l'époque pour... ouais, c'est ça, le bon roi Henri, excuse-moi. Oui, il n'y a pas de problème. OK. Anyway, The Good King. Mais parce que lui, il était, je sais pas à quel niveau qu'il était un bon administrateur, Henri IV, là, puis là, je veux pas faire un parallèle nécessairement avec Louis XIV, mais je veux dire, Henri IV, il avait été le bon roi, c'est lui qui avait vraiment... à quel niveau il a permis à ce que la société française grandisse, mais je veux dire, Louis XIV, il était complètement désillusionné. Il était pas là, il était absent en tant que bon gestionnaire du peuple. Là. J'ai déjà vu dans un documentaire, on va prendre l'exemple du pain. L'exemple du pain, c'est le meilleur exemple. À l'époque, un pain, ça pouvait valoir l'équivalent de 20 $ pour le commun des mortels par rapport à son salaire moyen. Donc, les gens n'avaient même pas les moyens de se payer le pain. C'était une denrée rare, le pain. Et aussi, dans les villes, il fallait payer une taxe pour le blé parce que les villes étaient ceinturées de murs, des murs d'octroi. Les cultivateurs qui venaient en ville devaient payer une taxe sur toutes les denrées qu'ils amenaient à l'intérieur de la ville, ce qu'on appelait l'octroi. Et c'est pour ça que les prix des aliments étaient si chers que ça, particulièrement à l'intérieur des villes. Il ne faut pas oublier qu'il y a certains légumes qui sont très nourrissants, comme la pomme de terre, on n'en mangeait pas. On n'en consommait pas à l'époque de Louis XIV. On a commencé à en consommer un peu à l'époque de Marie-Antoinette, qui a voulu mettre Parmentier à la mode, qui lui voulait prôner l'importance de consommer des pommes de terre parce que c'était bon pour la santé des cultivateurs, mais c'était pas encore généralisé. Le principal aliment à la base des Français, ça restait le pain. Ah, c'était inévitable que et ça un peu de viande, mais très peu de viande. Les Bourbons, ils ont pas fait ils ont pas été des bons dirigeants. Je pense qu'ils étaient pas... Ben, les Valois non plus, là. Mais, je veux dire, François Ier, il y avait beaucoup de belles intentions, puis c'était supposé d'être le nom François avait été pris parce que c'était est-ce qu'un bon dirigeant doit nécessairement... Est-ce qu'on considérait qu'un bon dirigeant devait être empathique envers le peuple à cette époque-là? Je suis pas sûr, je veux dire... Ouais, c'est vrai, ça n'a jamais été le cas. Hein. Tu sais, même Saint-Louis, je veux dire, lui, c'était quoi son... Il n'était pas appelé Saint-Louis parce qu'il est allé aider le peuple, quoique il a ouvert un hôpital pour aider ceux qui s'étaient fait couper des bras puis des jambes. Louis XIV a quand même créé les Invalides pour les militaires qui avaient été blessés pendant les guerres. Donc, il leur offrait une pension à vie. Mais c'était des conditions à la dure, par exemple. Vivre aux Invalides, c'était des conditions à la dure. Puis il fallait avoir un bon comportement et pour être respecté par les dirigeants de l'établissement. Mais les Invalides à Paris, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais c'est magnifique. C'est un des plus bels édifices de l'époque de Louis XIV. L'église du Dôme des Invalides, construite par Mansart, où il y a aujourd'hui le tombeau de Napoléon. C'est probablement, avec Versailles, les deux plus beaux édifices emblématiques du règne de Louis XIV. Peut-être que je le juge un peu trop. Louis XIV, je veux dire, il y a sûrement eu des belles créations, puis, mais je veux dire, puis c'est la question encore, c'est est-ce que les Bourbons ont bien investi? Ben, lui a bien investi pour la création de Versailles. Est-ce que ça l'a vraiment... Et est-ce qu'il a fait trop la guerre aussi? Ça, c'est la question. Louis XIV, à la fin de sa vie, avant de mourir, il a dit à Louis XV, au futur Louis XV, ne m'imitez pas dans le goût que j'ai eu pour les bâtiments, ni dans celui que j'ai eu pour la guerre. Tentez de soulager vos peuples, ce que je suis malheureux de n'avoir pu faire. Donc, il reconnaissait lui-même ses travers, ses torts d'avoir trop construit et d'avoir trop fait la guerre. Donc... Parce qu'au départ, ce qu'il a fait pour essayer d'avoir la Belgique, d'après ce que j'ai compris, pour prendre la Belgique au royaume des Habsbourg, la Belgique n'existait pas encore. Ouais, c'était les provinces unies, c'était les... C'est ça, mais effectivement, il y a eu beaucoup de guerroyers, que ce soit dans le nord de la France, à Dunkerque, à Arras. Il y a eu beaucoup de conflits dans le nord de la France, effectivement, nord-est de la France. Oui, parce que quand c'est venu le temps, justement, puis son arrogance a un peu dérangé lorsqu'il a fallu qu'il fasse la diplomatie pour en mettre la fin à cette guerre-là. Il a continué à en demander. Il y a eu des réparations. On a offert des réparations à la France. On a donné des territoires, puis lui, il continue à en demander. Puis à un moment donné, il dit OK, on continue à faire la guerre si tu veux continuer. Le principal problème entre Louis XIV et les Habsbourg, puisqu'on parle de eux,
c'est que Louis XIV prétendait, avec juste titre, qu'il avait certains droits sur des couronnes qui appartenaient aux Habsbourg, notamment la couronne d'Espagne, parce que l'Espagne était dirigée par une branche des Habsbourg, et à la mort du dernier roi des Habsbourg en Espagne, il y a eu une guerre pour savoir qui allait avoir la couronne, et Charles II, le dernier des Habsbourg, avait désigné le petit-fils de Louis XIV comme futur roi, Philippe V d'Espagne, mais ça ne plaisait pas aux Habsbourg qui étaient en Autriche et dans l'Est de l'Europe, qui, eux, disaient « Non, nous aussi, on a droit à la dynastie. » Mais le problème, c'est qu'en Espagne, il n'y a pas la règle de la loi salique comme en France. Ouais. Les femmes peuvent accéder au trône. Louis XIV a épousé la fille du roi d'Espagne et sa mère était la fille du roi d'Espagne. Donc, par conséquent, son petit-fils était un peu l'aîné de la branche des Habsbourg à pouvoir prétendre au trône à cause de ça. Ça, ils n'ont jamais appris de ça. Ça a toujours été les manigances où c'est que, bon, on va envoyer, je sais pas, les Georgiens, les Allemands georgiens en Angleterre pour mettre un petit peu de nouveau sang dans la royauté anglaise, ou avant ça, les Français, quand sont allés envahir l'Angleterre, comme Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, puis après ça a vraiment créé des problèmes parce que tu avais des rois français qui étaient en Angleterre, où tu avais du sang qui était royal, puis là, ça a créé la guerre des 100 ans, puis il y a toujours eu... En Angleterre, ils ont toujours dit qu'aucune des branches dynastiques qu'il y a eu en Angleterre ne venait en fait d'Angleterre. C'est un peu l'ironie, je veux dire. C'est vrai, hein, c'est étrange ça comme phénomène. Puis ça crée des conflits, on le voit là, même avec Louis XIV, on le voit avec, je veux dire, c'était quoi l'avantage de ça, de vouloir mélanger la royauté, puis en plus, à créer de la consanguinité, là? Oui, bien la consanguinité, je veux dire, l'Europe a vécu avec ça jusqu'à la Première Guerre mondiale. Tu sais, on parle beaucoup, je vais donner l'exemple russe. En Russie, et il y avait le tsarevitch Alexis, le fils de Nicolas II, qui souffrait d'hémophilie. Et ça, en fait, c'est un legs de la reine Victoria, parce que Nicolas II descendait de par sa mère de la reine Victoria, et toutes les branches européennes dans la seconde moitié du 19e siècle, ont souffert d'hémophilie à certains degrés à cause de Victoria ou d'Albert. Je ne sais plus si la maladie est transmise par les hommes ou les femmes. Je pense qu'elle est transmise par les femmes, mais portée par les hommes. En fait, c'est particulier. Mais l'Europe entière, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, dans les têtes couronnées, a souffert d'hémophilie. Il faudrait regarder une photo de, justement, le tsar, puis de son cousin qui était... dans la royauté en Angleterre, ils se ressemblaient tellement, là. Là, parce que c'est trop drôle. On peut voir ici avec la photo entre c'est qui? Georges V et Nicolas II se ressemblaient comme deux gouttes d'eau parce que les deux descendaient de Victoria, en fait. Puis donc, comme tu mentionnes après, tu as Raspoutine qui est rentré dans l'histoire des Romanov. Parce qu'il y avait une influence sur la tsarine, parce qu'il avait soi-disant des pouvoirs de guérisseur. Et la tsarine qui voulait absolument cacher la maladie du prince héritier à la couronne. Personne ne savait, même les proches de la famille, les grands-ducs ne le savaient pas. Et elle était complètement sous le joug de cet homme-là et tout ça. Charismatique et abusif, qui en a profité, puis ça a mal tourné pour eux autres. Oui, disons que la révolution a été assez brutale. Oui. Puis, justement, j'en parlais avec Anne Chedy dans un podcast antérieur. On parlait de patrimoine, on parlait aussi qu'elle a son intérêt pour la Russie. Puis, justement, c'est ça qu'elle est allée en Russie. Elle a fait un voyage là-bas, justement, pour son intérêt pour les Romanov. Puis, cette histoire choquante, là, comment que ça s'est terminé avec les Romanov. Puis... mais donc, c'est ça, la royauté, comment qu'on essaye d'envoyer... Louis XIV, lui, dans le fond, a fait la même chose que tous les autres rois. Il y avait des échanges. T'envoyais la princesse aller marier un prince dans un autre pays. Oui, puis absolument. C'était tout mélangé. Puis éventuellement, ça a créé l'hémophilie comme exemple. Là. Les Habsbourg, c'est ça qui a terminé les Habsbourg. Les Habsbourg, en Espagne, la branche s'est éteinte à cause de la trop grande consanguinité. Puis d'ailleurs, si tu regardes Charles II, si tu regardes son père Philippe IV, je veux dire, ils avaient tous le même faciès avec la lèvre inférieure hyper proéminente. Donc, il y avait un peu de débilité là-dedans, oui, effectivement.
Attends, on va regarder une petite photo là, juste pour le rappeler, là, mais je veux dire, leur visage était comme affecté par cette... Regarde le menton et la lèvre inférieure du roi, c'est... Et tu regarderas son père, tu regarderas son grand-père, ils avaient tous ça, c'est une caractéristique physiologique qu'ils avaient tous. Lui était français quand il est arrivé en Espagne, c'est ça, hein, je pense? Ou non, il parlait français. C'était lequel qui parlait français quand il est arrivé en Espagne ou qui est devenu le roi des... Philippe V, qui était le petit-fils de Louis XIV, au moment du décès de Charles II, est devenu roi d'Espagne, effectivement. Lui, il était le duc d'Anjou à la cour de France. En fait, lui, il ne parlait pas l'espagnol encore à ce moment-là. Et d'ailleurs, Louis XIV, qui lui parlait espagnol, a dû dire aux ambassadeurs, vous devez pardonner mon petit-fils qui ne parle pas encore l'espagnol. Mais c'est une histoire un peu récurrente. Je veux dire, en Angleterre aussi, quand Georges Ier est devenu roi d'Angleterre, il ne parlait même pas l'anglais. Oui, c'est ça, c'était de l'allemand. Parce que c'était la dynastie des Hanovre et effectivement, il parlait l'allemand. Donc, je crois que c'est son fils ou son petit-fils qui parlait finalement l'anglais, mais... Comment est-ce que tu fais pour que le peuple accepte ça? Un homme qui est d'un autre pays, qui arrive dans ton pays, puis qui, lui, est le roi, puis c'est lui qui va dicter qu'est-ce qui se passe. C'est comme... Moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai pris conscience de ça, que tu avais un roi d'Angleterre qui était allemand, qui est un homme qui est arrivé d'Allemagne, comment est-ce que tu fais comme citoyen de « Ah, OK, c'est lui mon roi », mais je veux dire, c'est du patriotisme, là, puis je veux dire, tout le monde... En fait, c'était le seul roi possible, c'était pas le... Ah, c'était un cousin protestant, c'est ça? Exactement, donc il fallait l'aîné des protestants. Ah... Il fallait à la mort du dernier roi Stuart, c'est de la dernière reine Stuart, pardon, la reine Anne, c'était l'aîné protestant qui devenait le roi d'Angleterre. Okay, peut-être que tu as la loi salique en France, mais ça, quand même, pour l'Angleterre, c'est un peu étrange. Là. Oui, c'est drôle parce qu'il y a plein de branches en Angleterre qui auraient pu être dynastes, mais qui, parce qu'elles étaient catholiques, ont été éloignées du pouvoir. Et ça, on en revient, le protestantisme, puis le catholicisme, puis les conflits qu'il y a eu ça, juste comme, par exemple, le massacre de la Saint-Barthélemy en France, mais ça, je veux dire, il y a eu tellement de conflits de religion, puis c'est l'histoire depuis toujours, là, ces conflits-là, mais c'est... Au point de vue administratif, politique, ou de la royauté, je veux dire, ces décisions-là, c'est d'aller chercher un cousin éloigné qui est en Allemagne, puis de l'amener comme pour être le roi en Angleterre. Exactement. C'est complètement étrange. D'ailleurs, ça a créé des conflits. Parce qu'il y a eu les Jacobites qui, eux, prônaient le retour des Stuarts, mais les Stuarts qui s'étaient convertis au catholicisme, qui vivaient en exil. Donc, il y a eu des conflits. Mais finalement, c'est bien les rois de Hanovre qui sont restés sur le trône d'Angleterre, qui partageaient les deux trônes jusqu'à Victoria. Donc, Georges Ier, Georges II, Georges III, Georges IV et William IV étaient à la fois rois d'Angleterre, de Royaume-Uni en fait, et roi de Hanovre. Mais par contre, le royaume de Hanovre avait la loi salique et les femmes n'avaient pas le droit d'accéder au titre de reine de Hanovre. Par conséquent, à la mort, à l'ascension de la reine Victoria, les deux couronnes se sont séparées. Donc, on pourrait peut-être faire juste un petit parallèle avec Velázquez, l'artiste qui a peint la cour espagnole. Absolument. C'est tellement beau comme peinture, là. C'est un portrait qui est énigmatique, en fait, parce que sur le côté du portrait, tu vois l'artiste Velázquez en train de peindre, mais ce qu'il peint, c'est pas ce que tu vois. Ce qu'il peint, c'est ce que tu vois. Si tu regardes dans le fond du portrait, il y a un miroir. Et dans le miroir, tu vois le roi et sa femme. Ouais. Mais le sujet du tableau, c'est pas ça. Le sujet du tableau, c'est les princesses avec leur gouvernante, puis avec les nains. Parce qu'à l'époque, c'était très populaire d'avoir des nains autour des princesses à la cour d'Espagne. Il y a eu ça aussi en Angleterre un peu. Je ne sais pas pourquoi le roi s'entourait tout le temps de nains pour le divertir. Peut-être, oui. Mais en fait, j'ai fait... là, tu viens de voir mes peintures, parce que en tout cas, je ne sais pas si tout le monde le sait, je fais de la peinture, je fais du dessin, mais je faisais une recherche parce que je voulais faire une peinture des enfants de François Ier qui avait été échangé
échangé parce que François Ier... Par Charles Quint, puis François Ier est allé faire la guerre, puis en échange de lui avait été mis en prison, avait été capturé, mais a fait un échange avec ses 2 fils. Puis j'avais fait de la recherche parce que je voulais faire une peinture de ses enfants qui étaient prisonniers en Espagne, puis je voulais savoir c'était comment. Puis j'avais fait une recherche assez approfondie, puis je m'étais rendu compte justement que au départ, c'était les serviteurs qui étaient allés avec les enfants, mais à la fin, lorsque François Ier ne concédait pas à tous les accords qui avaient été faits, ben ils ont enlevé les serviteurs, mais ils ont gardé, je pense que c'était un nain qui était... Ouais. Puis ça, j'avais découvert ça dans mes recherches. Je pense que c'était écrit par leur mère. Exactement. Il y avait un écrit à quelque part, puis c'est ça qu'il mentionnait. Ben, sur le portrait des Ménines, je crois pas me tromper en disant qu'on voit justement la future Marie-Thérèse, la future épouse de Louis XIV. Et elle, quand elle est arrivée à la cour de France, elle a amené justement des nains aussi, puis ça a beaucoup surpris l'entourage de Louis XIV. C'était moins populaire à ce moment-là à la cour de France. Et ça. Elle a introduit en France le chocolat aussi. Ah, pas vrai? Qui est demeuré très populaire. Exactement. Donc, des colonies espagnoles, eux, qui avaient directement. Donc, c'est elle qui a amené le chocolat à la cour de France. Fait que donc, on en revient à la cour de France, puis on pourrait peut-être essayer de terminer là-dessus, certainement, avec Louis XIV, parce que c'est ça ton principal intérêt pour l'histoire, mais certainement, je me rends compte que tu es très connaissant de beaucoup d'époques, puis c'est tellement rafraîchissant de te parler. J'avais vraiment hâte qu'on en jase. Merci en tout cas d'être passé, David. Ça fait vraiment plaisir. Puis, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas discutées? Il y a tellement de choses qu'on pourrait parler à propos de Louis XIV. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un sujet spécifique qu'on n'a pas adressé? Le foisonnement des arts. Oui, des conditions de vie difficiles pour le commun du peuple, un contexte absolutisme, Louis XIV qui prend les arts qui servent son règne, les femmes. Louis XIV est un amoureux des femmes. Ça y a causé des problèmes aussi, des ennuis. Vers la fin, il s'est calmé, puis il s'est rendu compte qu'en vieillissant, à un moment donné, il va falloir qu'il fasse la paix avec l'Église pour... Exactement. Donc, à la mort de Marie-Thérèse, la reine, il a épousé Madame de Maintenon qui l'a vraiment dirigé vers des bons sentiments religieux, puis vers la charité. Elle était très pieuse. Elle avait fondé une école, l'école de Saint-Cyr, pour éduquer les jeunes filles de la noblesse, mais qui étaient pauvres. Donc, même dans la noblesse, il y a des gens qui avaient des petits titres et qui n'étaient pas nécessairement riches. Et pour éduquer leurs filles, parce qu'elle croyait beaucoup à l'importance de l'éducation des femmes, elle avait créé cette école-là et elle a popularisé beaucoup d'œuvres de Racine en particulier. Ah oui. Puis, tantôt, je mentionnais que Louis XIV n'était pas trop bon avec le peuple. En tout cas, c'est une généralisation. Je m'en excuse. Là. Je connais pas absolument tout de Louis XIV, puis peut-être que je le juge rapidement, mais une de ses stratégies par rapport à la noblesse pour les garder, entre guillemets, in check, c'était d'aller, pas élire, mais d'aller chercher des gens qui étaient quand même qui n'étaient pas de la noblesse pour les mettre dans des postes d'importance pour... Exactement. Ouais, ça, c'est intéressant comme phénomène. Hein? Au conseil de Louis XIV, les gens qui étaient autour de lui, c'était pas des gens de la haute noblesse. Au contraire, je veux dire, les gens comme Condé, sa mère, ont tous été écartés. Et Colbert et les ministres, c'était vraiment de la petite bourgeoisie parisienne. C'était des banquiers, c'était des gens travaillants, très travaillants. Colbert travaillait sans relâche, mais c'était pas des gens possesseurs de la terre, des aristocrates. Oui, puis ça a ouvert la porte à l'éventuelle révolution. À quelque part, ça donne du pouvoir aux bourgeois, ça donne des pouvoirs à certaines personnes qui créent... Je veux dire, je sais pas si je me trompe, je sais pas si... Non, tu as tout à fait raison. Ouais. Tu as tout à fait raison. Il jouait avec le feu. Il s'en rendait peut-être pas compte. Il voulait empêcher les problèmes avec Et les ministres, je veux dire, si on fait un parallèle avec Louis XVI et la veille de la Révolution, les ministres prévenaient Louis XVI. Je veux dire, Necker et les ministres prévenaient des dangers de pas faire attention aux finances publiques et de trop dépenser. Mais Louis XVI était trop hésitant. Il n'a pas fait les démarches qu'il faut. À ce moment-là, la France était ruinée aussi à cause de la guerre d'indépendance d'Amérique auquel la France avait participé. Et Louis XVI tergiversait, n'osait pas faire les mesures nécessaires pour rétablir les finances de la France. Et c'est pour ça qu'il a dû convoquer les États généraux qui ont mené vers les troubles de la Révolution.
Oui, puis on parlait tantôt, je mentionnais les idées dangereuses pour, admettons, François Ier avec sa sœur, d'introduire les nouvelles idées, les poèmes un peu dangereux, avec des idées dangereuses à travers la nouvelle technologie de l'imprimerie. Ensuite, tu as Louis XIV, lui aussi, qui permet la culture de rentrer. Puis là, mais c'est beaucoup Louis sur XVI. Louis XV et Louis XVI avec les Lumières, les philosophes, Rousseau, Voltaire, qu'effectivement les idées... Parce que Louis XVI a donné de l'argent, a envoyé des troupes en Amérique pour essayer de permettre la révolution, l'indépendance américaine. Avec puis Lafayette. Ça, les soldats sont revenus en France puis ont ramené ces idées-là, disant, là, ce pays-là, en Amérique, ils ont combattu les Anglais puis ont réussi à s'en débarrasser et d'avoir leur propre pays. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Puis ça, je veux dire... Louis XVI, il s'en rendait pas compte. Je pense qu'il était un peu ignorant. En tout cas, on parle de Louis XIV aujourd'hui. Là, on se reprendra peut-être pour un autre roi si ça nous tente. Là. Moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé te parler aujourd'hui. C'est incroyable. Ça m'a éclairé dans tout plein de sujets. Puis c'est fascinant l'histoire de... Puis il ne faut pas oublier aussi que c'est pas loin de nous. Tu sais, on dit Louis XIV, c'est le 17e, 18e siècle, c'est loin, mais c'est notre héritage aussi en tant que Québécois, puisque c'est l'histoire de la Nouvelle-France au travers de ça. Donc, ça demeure notre histoire, ça demeure... Il y a plein d'expressions, de chansons de l'époque de Louis XIV, du théâtre de l'époque de Louis XIV qui sont restées jusqu'à nous. Donc, ça fait partie de notre culture. Oui, puis mis à part ça, que ça nous rejoint comme Québécois avec la Nouvelle-France, puis la connexion avec la France. Mais puis je le mentionnais, on en parlait avec Anne Chédé dans un podcast antérieur. C'est aussi de comprendre que le patrimoine, puis l'histoire, de connaître l'histoire, c'est absolument important pour prendre des bonnes décisions aujourd'hui puis ne pas refaire les mêmes erreurs. Là. Exactement. Puis je suis content que tu m'aies permis en introduction de parler de l'histoire de mon ancêtre André Gauthier et de ses aventures à l'île d'Orléans. Ça m'a fait vraiment plaisir de te parler, David. Sérieux, tu connais ton affaire, puis t'es très éloquent, puis t'es pas pantoute gêné devant la caméra, puis t'as une voix radiophonique, fait que merci. Moi, j'aimerais bien gros te rejaser dans un prochain épisode, puis je te souhaite vraiment de pouvoir diffuser tes connaissances puis d'enrichir les gens autour de toi. Là. C'est vraiment... je le vois que tu connais ton métier. Là. Disons-nous à la prochaine. Oui, certainement. Je te remercie beaucoup, David Gauthier. Puis, est-ce que tu as des liens que tu voudrais partager? Peut-être inviter les gens à aller sur tes pages, tes réseaux sociaux ou... j'ai ma page Facebook, j'ai ma page Instagram, mais j'ai surtout récemment écrit un article qui a été publié dans le magazine Château de Versailles, donc un magazine consacré au Château de Versailles, qui portait sur le salon de famille de Louis-Philippe Ier au Grand Trianon. Donc Louis-Philippe Ier qui était roi de France entre 1830 et 1848, qui a transformé, ça c'est aussi fascinant, on pourrait en reparler éventuellement, mais qui a transformé Versailles après la Révolution, parce qu'après la Révolution, Versailles avait plus d'utilité, puis c'était trop associé aux régimes qui ont causé la Révolution. Donc Napoléon, Louis XVIII, Charles X n'ont jamais voulu vivre à Versailles. Ils préféraient vivre aux Tuileries, à Fontainebleau, ailleurs. Mais Louis-Philippe a trouvé une utilité à Versailles. Il l'a transformé en musée d'histoire pour raconter l'histoire de France. Donc, le musée était dédié à toutes les gloires de la France. C'est un roi qui a beaucoup apporté à Versailles, qui a donné une utilité alors qu'il n'y en avait plus. Et il habitait à Trianon, qui était la résidence dans les jardins et qui avait été construite par Louis XIV. Et j'ai écrit un article sur une pièce en particulier dans un magazine français. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent le retrouver. C'est le magazine Château de Versailles. Bon, je vais publier aussi le lien vers cet article-là là, en bas de la page là, sur YouTube. Vous pouvez aller voir ça pour le lien. Puis, merci David Gauthier. Merci beaucoup d'être passé au podcast. Eric. C'est vraiment un privilège. Moi, je te remercie beaucoup d'être passé. À bientôt. À bientôt. Merci. Là.